Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, comme on l'a mentionné tout à l'heure, on va initier ce cours de recherche opérationnelle dont l'objectif étant de vous apporter les techniques principalement de modélisation vous permettant d'exploiter l'outil dans des cas industriels. Alors, avant de commencer, j'aimerais bien partager avec vous les principales, soi-disant les principales ouvrages sur lesquels je me suis basé pour bâtir ce cours de recherche opérationnelle. Donc, il y a l'essentiel of logistics and management, la conception de chaînes logistiques, enjeux et opportunités. Donc là, c'est une ressource de Martel et Clibé. Programmation linéaire, c'est un livre de Eros, méthode et modèles de la recherche opérationnelle, exercice et problèmes de recherche opérationnelle de Dunod, modèles et méthodes d'optimisation, les centres d'activités d'installation de la chaîne logistique, l'évaluation des performances de création de valeur, le demand management process, operationalization and introduction, optimisation des réseaux logistiques, et puis la planification et la capacité de choix technologique, et la réingénierie des chaînes logistiques. Donc l'ensemble de ces ressources, il y en a ceux qui sont disponibles sur Internet, d'autres qui sont des ouvrages, mais au besoin, je peux bien sûr les partager selon bien sûr la disponibilité et tout en respectant bien sûr le droit des auteurs. Alors, comme je l'ai mentionné, notre objectif, c'est principalement la projection de l'outil recherche opérationnelle, qui est un outil de prise de décision sur un contexte réel que nous vivons au sein d'une entreprise industrielle de service aujourd'hui. Donc, c'est pour cette raison que je vais commencer par citer quelques applications dans le domaine professionnel. Je commence par exemple par le domaine des ressources humaines. Eh bien, la recherche opérationnelle, il trouve ses applications dans ce domaine-là, principalement pour l'affectation de personnel à des tâches ou bien des postes. Aussi, on utilise la recherche opérationnelle pour confectionner l'horaire de personnel. Même dans le cadre pédagogique, on peut utiliser la recherche opérationnelle pour élaborer, par exemple, un emploi du temps, pour négocier aussi les conventions collectives. Si nous avons c'est-à-dire plusieurs choix, plusieurs stratégies à choisir, eh bien, la recherche opérationnelle peut nous aider à faire le choix idoine qui va à la fois satisfaire les attentes, soi-disant des instances de travail, et en même temps qui va s'aligner sur les possibilités que peut offrir l'entreprise à ses collaborateurs. Dans le domaine de la finance, effectivement, il y a énormément d'applications de la recherche opérationnelle, principalement dans la composition optimale de portefeuilles. Aussi dans le marketing, bien, on peut utiliser par exemple de la recherche opérationnelle pour répartir un budget de publicité, aussi pour déterminer le nombre et la localisation des succursales, pour partager des territoires de vente, pour aussi faire une tarification qui convient à l'entreprise, qui va lui dégager bien sûr une marge, et en même temps qui peut attirer, c'est-à-dire le consommateur à acheter un produit bien déterminé. Il trouve aussi ses applications dans le domaine de la logistique, principalement dans tout ce qui est confection de tournée. Bon, vous voyez chaque jour des véhicules qui font de la distribution vers les différents points de vente. Eh bien, ces véhicules-là, ils circulent pas d'une façon arbitraire. Il y a tout un programme de recherche opérationnelle qui permet de confectionner, soi-disant, ces tournées de telle sorte qu'ils soient optimales pour à la fois servir tous les clients, mais au moindre coût, tout en parcourant aussi une distance minimale.
On l'utilise aussi pour la localisation des entrepôts et des usines. Comme vous le savez, les entreprises maintenant, elles ont des extensions géographiques presque à l'échelle mondiale, et auquel cas elles cherchent à prendre une décision concernant les endroits où ils vont localiser leurs unités de production ou bien leurs centres de distribution pour couvrir un ensemble de marchés, mais au moindre coût. Et bien là encore, la recherche opérationnelle, elle permet de prendre une décision optimale dans ce sens-là. Pour la gestion aussi des stocks ou bien des inventaires, euh, eh bien, la recherche opérationnelle, elle peut nous aider à dimensionner, par exemple, des lots au niveau des stocks. Je acheter de la marchandise de chez un fournisseur, eh bien, est-ce que je vais acheter à la palette, ou bien un conteneur, ou bien à l'unité? Et si c'est à l'unité, c'est-à-dire quelle est la taille de ces unités-là? Eh bien, là encore, avec de la recherche opérationnelle, on peut effectivement faire une gestion d'inventaire ou bien des stocks optimale. Euh, pour tout ce qui est aussi la gestion intégrée de la chaîne logistique, là, il s'agit de prendre des décisions stratégiques, d'accord, et auquel cas on doit normalement confectionner un réseau où l'on va prendre des décisions, qui sont les fournisseurs qui vont alimenter ces réseaux-là, qui sont les différents acteurs qui vont faire partie de cette chaîne logistique, et on peut aller jusqu'à même prendre des décisions opérationnelles concernant, par exemple, la localisation des stocks, concernant les tournées de véhicules. Donc là encore, de la recherche opérationnelle, elle permet de prendre des décisions dans ce sens. Alors, dans le domaine aussi de la production, pour les entreprises manufacturières, ça permet effectivement d'optimiser les stocks en interne. Ça permet aussi de gérer soi-disant tout ce qui est execution, c'est-à-dire les opérations d'exécution, comme par exemple l'ordonnancement des tâches. Comme vous le savez, il y a des entreprises qui ont des ordres de fabrication et nous aurons besoin soi-disant d'ordonnancer ou bien de faire un scheduling de ces OF qui sont des OF qui vont passer en priorité. Et là encore, on aura besoin des programmes de recherche opérationnelle pour nous aider à prendre de telles décisions. Dans la planification des télécoms, là encore, pour concevoir et dimensionner un réseau, à l'instar de ce que nous avons expliqué tout à l'heure dans la chaîne logistique, eh bien, l'ARO, il va nous servir dans ce sens-là pour concevoir des réseaux résistants aux pannes. Comme vous savez, dans le télécom, on cherche des fiabilités qui dépassent les 99,9999%. Alors, pour être dans cette performance, là encore, on n'a pas le choix et il faut de la recherche opérationnelle pour modéliser la situation et dire quels sont les endroits idéal. Il fallait c'est-à-dire placer d'abord le réseau et puis dans un deuxième temps, comment répartir les équipes de maintenance de telle sorte à maintenir, c'est-à-dire la disponibilité de nos moyens de télécom partout dans le réseau. Pour la tarification aussi des services, pour la file d'attente. Donc, il faut dire que il trouve, c'est-à-dire la recherche opérationnelle aujourd'hui, il a ses applications partout dans le domaine industriel pour les entreprises aussi de services. Si je prends par exemple le contexte marocain, on peut confirmer que bon nombre d'entreprises travaillent avec cet outil aujourd'hui. Il y a même des entreprises qui ont des unités qui ne font que ça, c'est-à-dire des unités RO, à l'instar par exemple de la RAM, parce que là l'enjeu il est très important pour planifier, c'est-à-dire c'est-à-dire les vols, le choix des aéronefs, le choix aussi c'est-à-dire des ressources humaines. Est-ce qu'on va travailler avec les ressources humaines en interne ou bien est-ce qu'on va faire appel au support de l'extérieur? Est-ce qu'on peut faire l'allocation des avions? Bien,
Donc, il y a énormément de questions auxquelles nous répondons. Et l'enjeu, comme je viens de le dire, dans ce genre d'entreprise, il est très important. Ça permet d'épargner énormément d'argent. Et c'est pour cette raison que dans leurs activités, ils ont carrément des unités qui ne font que de la recherche opérationnelle. Mais bon nombre d'entreprises l'utilisent sans le savoir. Par exemple, si je parle de la confection des tournées, eh bien, pas mal d'entreprises aujourd'hui qui opèrent dans le domaine de transport, bien de la logistique, ils ont des outils, c'est-à-dire des solutions commerciales, mais ces solutions commerciales travaillent bien sûr avec de la recherche opérationnelle pour prendre la décision comment ça va être la tournée de véhicules, comment on va affecter, c'est-à-dire la ressource humaine à un véhicule ou bien à une tournée bien déterminée. Donc, il faut dire que là encore, on l'utilise d'une façon indirecte. Si je prends par exemple les prestataires logistiques dans l'entreposage, bon nombre d'entreprises aujourd'hui, ils ont opté pour la solution Warehouse Management System, c'est-à-dire les systèmes de gestion d'entrepôts. Et en principe, ces outils-là, ils travaillent avec de la recherche opérationnelle pour prendre des décisions quant aux tournées, par exemple, de préparation des commandes, par rapport aux activités de stockage, par rapport aux activités de réception, par rapport aux activités de co-packing. Donc voilà, l'ARO, il trouve ses applications partout et dans ce genre de situation, on travaille avec l'outil, bien sûr, sans qu'on ait au courant que, que c'est de la recherche opérationnelle qui est derrière, qui est en train de mouliner et de donner des solutions d'une façon continue. Si je prends par exemple des entreprises qui ont des systèmes d'information URP, genre par exemple SAP ou bien Advanced, surtout les Advanced Planning Systems, eh bien, pour les systèmes APS, la totalité de ces APS travaillent avec de la recherche opérationnelle. Ça leur permet effectivement d'exécuter un certain nombre de c'est-à-dire d'algorithmes permettant de planifier la prod d'une façon optimale, de planifier c'est-à-dire la relation avec les fournisseurs d'une façon optimale, de planifier les stocks, c'est-à-dire énormément de décisions dans la chaîne globale de ces entreprises-là qui sont régies par le système Advanced Planning System. Et derrière, il y a tout simplement de la recherche opérationnelle comme outil de travail pour optimiser. Ok, donc ces exemples-là, je les ai présentés pour ouvrir votre appétit par rapport à l'outil recherche opérationnelle. Ok, alors le rôle de la recherche opérationnelle consiste tout simplement à chercher un compromis. Un compromis qu'on dit souvent optimal entre des facteurs qui s'opposent au sein de l'entreprise. Pour dire que d'habitude, la recherche opérationnelle, elle est là pour résoudre des situations conflictuelles. Conflictuelles dans le sens où l'entreprise, elle a des opportunités, ils sont là, d'accord, mais elle est limitée par un certain nombre de contraintes. Donc, dans ces situations-là, on cherche un compromis optimal, un équilibre optimal entre les possibilités qui sont offertes et bien sûr les limites qui sont là, qui bien sûr ne contraint pour bénéficier au maximum des possibilités, mais en même temps, on essaie de dire via l'outil RO comment peut-on exploiter le potentiel existant avec les moyens, c'est-à-dire le potentiel offert ou bien l'opportunité offerte avec les moyens de l'entreprise. Donc d'habitude, nous sommes dans cette situation, l'entreprise, il a un marché, d'accord. Le marché, il encourage de la prod parce que l'offre, elle est là. Mais malheureusement, je ne peux pas bénéficier de toutes les opportunités existantes dans ce marché. Pourquoi? Parce que je suis limité en termes de production. Donc, j'ai un certain nombre d'ouvriers, un certain nombre de machines qui me donnent une capacité bien déterminée et le marché me donne une opportunité et auquel cas, la recherche opérationnelle, il va chercher tout simplement
un équilibre, c'est-à-dire, comme je viens de le mentionner tout à l'heure, un compromis ou bien un trade-off entre ces deux situations conflictuelles qui va me permettre de bénéficier au maximum de l'offre existante via les moyens dont l'entreprise dispose bien évidemment. Alors, le cas d'application, d'habitude, dans une entreprise, nous avons une situation réelle de gestion. Alors, dans le cas classique, si on ne travaille pas avec de la recherche opérationnelle, on travaille par intuition. Donc ça, c'est le processus traditionnel. Donc l'intuition qui fait appel à l'expérience. Et à la base de cette intuition, on prend des décisions. Sauf que l'intuition, oui, mais souvent, elle est trompeuse. D'accord. Donc, c'est vrai, avec l'expérience, on prend des décisions qui, dans notre sens, ce sont des décisions idoines, parfaites, mais en réalité, ce n'est pas toujours le cas. D'accord. Donc, c'est pour cette raison qu'il faut un cadre, un standard. D'accord. Un standard que l'on peut bien sûr, c'est-à-dire sur lequel, bien sûr, on peut travailler ensemble. Parce que quand on travaille par expérience, souvent l'expérience elle est associée à la personne qui a cette intuition, ou bien ce flair, ou bien cette expérience. Par contre, quand il y a un standard de travail, eh bien dans ce cas-là, le cadre d'application, ça va être un cadre qui est à la disposition de tout le monde. On peut le discuter, on peut même le discuter à l'échelle internationale. C'est le cas de la recherche opérationnelle aujourd'hui. Si j'ai une situation que j'arrive à modéliser, eh bien cette modélisation, ça devient une modélisation selon des normes standards en vigueur que tout le monde peut bien sûr critiquer, améliorer. Tout le monde d'abord puisse comprendre et auquel cas on va travailler avec des bases qui sont euh, communes pour tout le monde. Et c'est cela l'un des apports, bien sûr, de la recherche opérationnelle. Donc, on peut dire que déjà, l'outil en lui-même, c'est un outil de standardisation de la prise de décision. C'est très important. Si j'arrive à modéliser aujourd'hui un cas, eh bien, la façon dont il est lu à Casablanca, ça va être la même chose à Tokyo, ça va être la même chose à Paris, ça va être la même chose dans dans une autre ville, partout dans le monde. Donc, déjà dans un cadre qui est standard. Alors, en parlant de l'intuition, on ne sous-estime pas l'intuition ou bien l'expérience, bien au contraire. Je peux même vous confirmer que la majorité des méthodes de la recherche opérationnelle, bon, la majorité, je peux même dire la totalité, ça vient bien sûr de l'expérience de l'être humain, que l'on a tout simplement converti en un standard facilement exploitable par tout le monde. Donc voilà, quand on applique la recherche opérationnelle, on prend la situation réelle, on fait ce qu'on appelle une abstraction de la réalité qu'on essaie de modéliser. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, le modèle, ça devient un modèle standard que bien sûr tout le monde puisse exploiter facilement. C'est un modèle qu'on peut lire partout de la même façon. Donc quand on modélise, par la suite, on fait des analyses, c'est-à-dire on essaie de résoudre le problème, on le traite, d'accord. Alors le traitement, ça nous donne des résultats et les résultats, il faut les implanter par la suite. Donc on les interprète tout d'abord pour les valider et une fois que c'est validé, on prend la décision. Mais le processus, il s'arrête pas là. Ça va être un processus d'amélioration continue parce que d'habitude, on peut trouver des écarts entre les décisions prises et les résultats que nous avons eus au niveau du modèle et ce qui se passe dans la réalité. Ça, c'est un point auquel je serai de retour par la suite. Et auquel cas, il faut lancer un système d'amélioration continue. Il faut faire un feedback, d'accord, vers le modèle pour dire tiens voilà pourquoi il y avait l'écart entre les résultats analytiques et les résultats que nous avons eus sur le terrain et ceci ça va nous permettre de faire des ajustements dans le modèle et de l'améliorer davantage, d'accord. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe au niveau de la recherche opérationnelle.
Premièrement, on essaie de modéliser, on modélise la situation réelle et après on passe à un système de traitement qui nous donne un résultat. On passe à l'implémentation des décisions au niveau c'est-à-dire du terrain. Et ça va nous permettre, cette implémentation, ça va nous permettre de faire un réajustement de notre modèle et comme ça, on est dans un cycle d'amélioration continue qui va nous permettre d'un modèle à l'autre d'améliorer davantage notre modèle décisionnel et prendre des décisions beaucoup plus appropriées dans le futur. Donc c'est pas un processus qui s'arrête une fois que la décision est prise. Non, c'est un processus itératif, d'accord. Dans ces itérations, on essaie d'une itération à l'autre à améliorer le modèle davantage. Bon, voilà, c'est ce que je viens de dire. Donc, c'est une représentation. Ce modèle-là, c'est souvent des représentations abstraites de la réalité. Après, on verra bien sûr quelles sont les techniques de modélisation. Alors voilà, un modèle d'habitude, il a un input et puis il a un output. Donc, l'input, ce sont les entrées de modèles et l'output, c'est tout simplement les résultats qui sont issus de ce modèle. Donc, comme ça a été expliqué tout à l'heure, le modèle, il est là pour modéliser la réalité, mais pour que ça marche, il faut le doter d'un certain nombre d'entrées qu'il va mouliner pour nous donner des résultats. D'accord? Alors, quelles sont ces entrées? Eh bien, dans ces entrées-là, nous avons deux types d'entrées. Donc, il y a ce qu'on appelle les paramètres ou bien les données. Donc, ce sont des éléments qui sont incontrôlables. Si vous voulez, ce sont des inputs qui nous sont imposés. Par exemple, tout à l'heure, on a parlé de la confection des tournées de véhicules. Eh bien, une information comme par exemple le nombre de clients, ça, j'y peux rien, d'accord. Il faut satisfaire tous les clients. Donc ça, c'est un paramètre que je ne peux pas contrôler. Les clients, ils sont là où ils sont, et il faut bien sûr les servir par des véhicules. Donc là, je ne peux rien changer, et il faut servir les clients. Donc les clients, pour moi, ce sont des données, c'est-à-dire leur position géographique, leur demande, la demande qu'ils ont exprimée, tout ça, ce sont des données, ce sont des inputs que je ne peux pas changer. Par contre, il y a des éléments que l'on peut contrôler. Et d'ailleurs, ce sont les éléments sur lesquels on prend la décision. Si vous voulez, c'est la raison d'être du modèle que je viens de créer. D'accord? Alors, les éléments sur lesquels on prend la décision, ce sont des éléments contrôlables. Si je parle par exemple du cas soi-disant de la confection d'une tournée de véhicules, eh bien, les éléments qui sont contrôlables, c'est par exemple le nombre de véhicules. Bon, c'est à moi de prendre la décision quel est le nombre de véhicules qu'on va engager d'une façon quotidienne pour servir, par exemple, le réseau casablancais des points de vente. Ça, c'est des éléments qui sont contrôlables. Aussi, le choix des trajets. Parce que j'ai une infinité de possibilités de trajets et c'est à moi de dire, voilà, le véhicule X, quel est le trajet qu'il va suivre pour couvrir un certain nombre de clients. Donc ça, ce sont des éléments contrôlables, c'est-à-dire c'est moi qui les contrôle. Et la raison d'être de la recherche opérationnelle, effectivement, c'est de prendre la décision sur ces éléments-là. C'est-à-dire, quel est le nombre de véhicules qu'on va choisir, quels sont les trajets que l'on va emprunter. Donc, tout ça, c'est des éléments sur lesquels je dois prendre la décision. Et le modèle, normalement, une fois qu'il est conçu et une fois qu'il est traité, il faut qu'il me donne des réponses par rapport à ces variables de décision pour me dire, en fin de compte, pour couvrir ton réseau dans la ville de Casablanca, donc il te faut, par exemple, 25 véhicules avec des capacités X, Y, etc. Et que le véhicule qui a la capacité X, il faut qu'il passe, je sais pas, la voie d'Yardani, ensuite il va aller vers Zrqtouni pour rentrer Mustafa al-Ma'ani, etc. Donc voilà, il va me confectionner, il va me choisir le véhicule et en même temps il va associer au véhicule l'ensemble des trajets qu'il doit emprunter jusqu'à ce que un certain nombre de clients soient satisfaits par le passage de véhicules. Donc voilà. Donc on a précisé qu'il y a deux entrées. Une entrée qui est un input que la situation nous a imposé.
D'accord? Donc c'est un paramètre, ce sont des paramètres ou bien des données qui ne sont pas contrôlables, ils sont incontrôlables. Donc je suppose que c'est un input subi, d'accord? Par exemple, imaginez que je suis dans une entreprise, par exemple, énergivore, et nous avons plusieurs choix de solutions énergétiques. Bon, dans ce cas-là, le choix des solutions énergétiques, ce ne sont pas des paramètres ou bien des données, ce sont des variables de décision. C'est-à-dire, c'est à moi, en fin de compte, de dire, tiens, pour cette entreprise-là, pour que je puisse optimiser, c'est-à-dire le coût énergétique, ben, je vais choisir, par exemple, l'énergie éolienne, ou bien je vais choisir le fuel, ou bien, d'accord, ou bien une chaudière. Donc, je choisis la solution énergétique à la base du modèle. Donc le choix de la solution énergétique, ça devient une variable de décision. C'est un élément qui est contrôlable. Mais une solution énergétique, par exemple, si je choisis par exemple le fuel, le prix du fuel, je peux pas c'est-à-dire ça devient un paramètre incontrôlable. C'est le marché qui me l'impose. Donc ce n'est pas moi qui va modifier le paramètre. Voilà, donc une fois que vous avez les entrées, bon, on va les intégrer dans notre modèle. Le modèle, il va traiter tout ça et après, il va nous donner des résultats. Donc les résultats attendus, c'est effectivement ce qu'on appelle la fonction objectif. C'est ce que je cherche à optimiser. Par exemple, quand il s'agit d'une tournée de véhicule, la performance recherchée, c'est optimiser le coût de transport. D'accord? Ça peut être aussi le taux de satisfaction des clients. C'est-à-dire, est-ce que tous les clients sont servis selon les fenêtres du temps qu'ils ont expliquées au préalable. Ça peut être aussi, par exemple, l'empreinte carbone. Je suis une entreprise citoyenne et je me fixe de ne pas dégager tant de gaz à effet de serre lors mes tournées quotidiennes. Donc la performance que je cherche, c'est d'optimiser effectivement ces émissions en gaz à effet de serre. Donc voilà, la fonction objectif, c'est l'élément qui motive ma décision. D'accord? Donc je cherche à prendre la décision sur le nombre de véhicules, sur les trajets, etc., pour optimiser les charges de transport. Dans ce cas-là, le modèle va me dire, tiens, avec le traitement que je viens de faire, voilà les décisions que vous allez prendre, d'accord, le nombre de véhicules, les trajets, etc., comme ça a été expliqué tout à l'heure, et voilà la conséquence. Donc voilà votre coût de transport conséquent à ces décisions. Et puis il y a ce qu'on appelle les variables de conséquences, parce que quand on prend une telle décision, par exemple si je parle du cas de la tournée de véhicule, effectivement ma fonction objectif c'est d'optimiser le coût de transport, mais il y a des variables de conséquences, par exemple, quelle serait la durée c'est-à-dire de la tournée des véhicules, quel est le trajet que va parcourir mes camions. L'empreinte carbone aussi, ça peut être par exemple une conséquence si ce n'était pas un objectif. Donc, je viens de dire avec les tournées que nous avons confectionnées, voilà les décisions à prendre, mais voilà, c'est-à-dire vous allez dégager tant d'émissions en CO2, vous allez faire tant de kilométrage par jour, vous allez terminer c'est-à-dire les tournées à 15 heures ou bien à 16 heures. Donc il y a un certain nombre de variables de conséquences qui sont toujours associées à notre modèle. Et parfois ces variables de conséquences, on peut les intégrer ou bien dans la fonction objectif, ou bien on peut aussi les garder en tant que contrainte de notre modèle. De toute façon, ça, on peut être de retour au fur et à mesure que nous avançons dans ce cours. Voilà, donc en résumé, pour modéliser, ça se voit qu'il faut déjà définir trois éléments. Donc, d'ailleurs, la modélisation dans la recherche opérationnelle est tout le temps basée sur ces trois éléments. Il faut définir ce qui sont ces variables de décision. D'accord? Il faut définir sa fonction objectif. Qu'est-ce qu'on cherche à optimiser? On ne peut pas modéliser pour modéliser, on modélise pour des fins bien déterminées. D'accord? Et en même temps, il y a ce que nous appelons les contraintes ou bien les paramètres, d'accord? Les données qui nous sont imposées, donc on ne peut pas les changer, c'est des éléments qui sont incontrôlables, qu'on appelle souvent contraintes.
Donc, voilà, j'ai une fonction objectif, d'accord, sous un certain nombre de contraintes, et moi, je dois normalement prendre des décisions dans quelle mesure, dans la mesure d'optimiser cette fonction objectif, toutes en respectant les contraintes de notre modèle. Donc voilà, je résume en quelque sorte ce que c'est que la modélisation dans la recherche opérationnelle. Donc il s'agit de définir son objectif à optimiser. Quand je dis optimiser, ça peut être minimiser ou bien maximiser, ça dépend des situations, ou bien atteindre un objectif bien déterminé, mais sujeté à un certain nombre de, c'est-à-dire un certain nombre de contraintes, d'accord. Et derrière, il faut définir bien sûr quels sont les éléments contrôlables ou bien les variables de décision me permettant d'optimiser c'est-à-dire cette fonction objectif. Ou bien ce qu'on appelle aussi la fonction économique. Voilà, donc les variables de décision, c'est le décideur qui contrôle leurs valeurs. On vient de le mentionner. Les paramètres sont des valeurs connues, fixes, mais que le décideur ne contrôle pas. Exemple, le marché météo, coût des matières premières, etc. Et puis les variables de conséquence mesurent l'impact de variables de décision sur le système. Et enfin, la mesure de performance, il mesure le degré d'atteinte des objectifs de décideur correspondant à une valeur des variables de décision. Voilà. Alors, quand on conçoit un modèle, il faut bien sûr prendre en considération le niveau de détail des données en fonction du niveau des décisions. Ça, c'est très important. Si, par exemple, mon objectif, c'est de prendre des décisions stratégiques, eh bien, le niveau de détail des données, il faut pas que ce soit des données opérationnelles ou bien des données d'exécution. Il faut que ce soit aussi des données qui sont stratégiques. Je m'explique. Tout à l'heure, on a parlé de la conception d'un réseau logistique à l'échelle planétaire. Donc, auquel cas, je dois placer mes capacités partout dans le monde. Par exemple, je prends une entreprise multinationale qui a pris la décision de concentrer son activité dans une seule unité pour servir, par exemple, le marché de la zone MENA. Alors après, il a plusieurs choix. Est-ce qu'il va mettre l'entreprise en Arabie Saoudite, ou bien en Égypte, ou bien au Maroc, ou bien en Tunisie? Donc il a énormément de choix. Il doit prendre la décision. Alors quand on veut prendre de telles décisions, je ne vais pas rentrer dans le détail, par exemple, du processus ou bien des postes de travail au sein de soi-disant cette unité-là. Non, on va utiliser des données qui sont macro. Macro pour le P, macro pour même pour l'unité. Donc, je vais pas rentrer dans le détail des données. Mais par contre, si mon objectif c'est de prendre une décision opérationnelle, eh bien dans ce cas-là, je vais pas travailler avec des données macro, je vais travailler avec des données qui sont opérationnelles. Donc, il faut toujours garder cette adéquation entre le détail des données et bien sûr le niveau décisionnel. Pourquoi? Parce que quand on fait de la modélisation, il y a un principe qui s'appelle le principe KISS, Keep it simple and stupid. C'est-à-dire, il ne faut pas confectionner des modèles qui sont très complexes, parce que sinon, tu vas pas t'en sortir. Vous aurez du mal à traiter, vous aurez du mal à l'interpréter par la suite. Pourquoi j'ai dit vous aurez du mal à le traiter? Parce que quand le problème contient beaucoup de détails pour prendre, par exemple, des décisions qui sont stratégiques, eh bien, dans ce cas-là, la complexité du problème, il va augmenter. Et auquel cas, les outils de résolution, ils auront du mal à faire le traitement de votre cas, parce que la complexité augmente avec l'augmentation du nombre de variables et avec l'augmentation aussi du nombre de contraintes. Donc, s'il vous plaît, quand on fait de la modélisation dans un contexte réel, c'est toujours de simplifier au maximum pour que votre modèle, quand je dis simplifier, c'est pas d'ignorer les choses importantes, bien au contraire. Simplifier, c'est de se concentrer sur les éléments les plus importants et bien sûr éliminer un certain nombre de contraintes ou bien de données qui n'ont pas vraiment un impact sur le système. D'accord? Donc voilà, c'est très important de garder cette adéquation entre
le niveau de la décision et bien sûr le niveau de détail des données. Alors, la fiabilité des données. Là encore, c'est hyper important, comme le disent l'adage américain, garbage in, garbage out. Eh bien, si votre input il est mauvais, ben, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Le modèle, il va générer, c'est-à-dire un traitement à la base de vos inputs qui sont erronés et par la suite, il va vous donner aussi des résultats qui sont erronés. Donc, quand on fait de la recherche opérationnelle dans un milieu industriel ou bien de service, il faut consacrer un temps quand même important, d'accord, pour la collecte des informations. Je sais qu'aujourd'hui, cette contrainte, on commence un petit peu à la dépasser, grâce bien sûr c'est-à-dire aux solutions ici qui nous permettent d'avoir énormément d'informations et en même temps des informations qui sont souvent fiables et auquel cas les décisions que l'on prend, on les prend sur des bases de données qui sont fiables et ça nous donne des résultats qui sont fiables. Et en l'absence des données, c'est souvent très compliqué d'avoir c'est-à-dire des résultats intéressants. Je peux même vous dire ces jours-ci, tout le monde s'aventure à utiliser les informations que nous avons dans le contexte marocain pour prévoir, soi-disant, le pic c'est-à-dire de la coronavirus, mais les données que nous avons actuellement ils sont insuffisants pour prendre des décisions. C'est pour cette raison que, à travers tous les travaux de recherche qui sont déjà initiés, etc., vous voyez qu'il y a quand même il y a des décalages. C'est difficile de dire qu'un travail est meilleur que l'autre parce que la carence de ces données, de ces travaux de recherche pour l'instant, c'est que ils n'ont pas suffisamment de données historiques pour qu'ils puissent lancer et même le phénomène en lui-même, c'est-à-dire on l'ignore encore. Donc cette ignorance plus l'absence des données fait que les résultats affichés par les chercheurs sont un peu, c'est-à-dire ils sont pas homogènes. Il y a une grande disparité entre ces résultats-là parce que tout simplement l'input il n'est pas aussi fiable pour que l'on puisse dégager des résultats intéressants. Alors, l'aspect aléatoire des données, ça c'est très important. Quand on fait de la recherche opérationnelle, les données sont supposées des données qui sont déterministes. D'accord. Donc, dans la recherche opérationnelle, on ne peut pas travailler avec des données qui sont à caractère aléatoire. Euh, Ainsi, quand on fait le traitement c'est-à-dire quand on essaie c'est-à-dire de modéliser, et il faut toujours chercher c'est-à-dire à utiliser des moyennes. Je sais que la moyenne, dans bon nombre de cas, ça n'a pas de sens. Et si ça n'a pas de sens, ben dans ce cas-là, c'est-à-dire la recherche opérationnelle ne va pas servir à grand chose. Quand vous êtes dans un phénomène qui est à caractère stochastique ou bien aléatoire, la recherche opérationnelle, ce n'est pas le bon outil. Dans ce cas-là, il faut aller vers d'autres outils, principalement de la simulation. La simulation, c'est un autre outil de prise de décision qui se caractérise par sa puissance à traiter des données qui sont aléatoires. Mais la recherche opérationnelle, non. Il ne travaille qu'à la base c'est-à-dire des données qui sont déterministes. Par exemple, si vous avez un modèle économique d'une entreprise basé, par exemple, je prends même la loi de finances du Maroc, qui est tout le temps impactée par le prix du baril de pétrole. Ben, comme vous savez, le prix du baril, c'est une donnée qui est très aléatoire, d'accord. Et si, c'est-à-dire, même si vous voulez soi-disant simplifier l'annonce de la donne concernant le prix du gasoil, c'est-à-dire la façon la plus simple, c'est de dire dans le pire des cas ça va coûter tant, dans le meilleur des cas ça va coûter tant, et ce qui est le plus probable c'est tant de dollars. Ben quand vous exprimez déjà l'information de cette manière-là, vous n'êtes plus dans le déterministe, vous êtes dans l'aléatoire. Et auquel cas, en l'exprimant ainsi,
vous êtes en train d'exprimer une distribution statistique qu'on appelle la loi triangulaire, et la recherche opérationnelle, elle ne sait pas traiter ce genre d'informations. Donc, dans ce cas-là, vous n'avez pas le choix et il faut aller vers de la simulation. Donc voilà, je répète encore, la recherche opérationnelle, elle ne traite que les données qui sont déterministes. Donc, face à un cas bien déterminé, si les données que j'ai collectées, je peux soi-disant, les modéliser sous forme de données déterministes en utilisant par exemple la moyenne des données collectées et que l'écart type il n'est pas très significatif, donc c'est un écart type qui est faible, ben dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Je peux travailler avec la moyenne et les résultats que l'on va dégager derrière, ça va être un résultat intéressant. Bon, j'espère que déjà à travers cela, vous avez déjà eu, c'est-à-dire les ABC de la recherche opérationnelle, à savoir quels sont les éléments qu'il faut pour modéliser et quels sont, c'est-à-dire la nature des données que l'on traite dans la recherche opérationnelle. Ceci, ça va nous donner tout simplement la possibilité d'aller vers l'étape suivante, à savoir d'initier un premier modèle ou bien une première modélisation euh, d'un cas simple qui va bien sûr nous ouvrir l'appétit pour d'autres cas par la suite. Donc je commence par ce qu'on appelle la programmation linéaire. Ben, c'est linéaire parce que les variables de décision dont nous avons parlé tout à l'heure, ils sont tout simplement multipliés par des coefficients. C'est pour ces raisons qu'on dit que le modèle est linéaire. C'est-à-dire on n'a pas une multiplication dans le modèle entre les variables de décision. Parce que si c'est le cas, on est dans ce qu'on appelle la programmation non linéaire. Ok. Alors, prenons cette situation. Nous avons une entreprise. Donc, dans cette entreprise-là, on fabrique deux types de produits, le produit 1 et le produit 2. Alors, pour produire le produit 1, il est nécessaire ça consomme 5 heures de travail machine, 7 heures de travail technicien, 4 heures de travail main-d'œuvre. Le produit 2, il consomme 3 heures de travail machine, 8 heures de travail technicien et 6 heures de travail main-d'œuvre. Le produit 1, il dégage un bénéfice de 1500 dirhams. Le produit 2, il dégage un bénéfice de 1800 dirhams. Mais l'entreprise, il est limitée en capacité. Donc la capacité machine pour l'entreprise, c'est 270 heures. Pour les heures techniciens, 800 heures. Pour les heures de la main-d'œuvre, c'est 360 heures. Alors, déjà, si vous avez fait attention, on n'a pas une contrainte au niveau du marché. Donc, le marché, il est ouvert. Donc, il est ouvert, d'accord. Donc, il n'y a pas de contrainte sur le marché, dont un potentiel très intéressant, d'accord. Et auquel cas, si je maximise la production, eh bien, le marché va me permettre de dégager des bénéfices très importants, un profit très important. Mais malheureusement, les capacités au niveau de l'entreprise, il ne me permet pas c'est-à-dire de produire ce que je veux au niveau de l'entreprise. La capacité fait que je suis limité, qu'on vient de le mentionner, de 170 heures machine, 800 heures technicien et 360 heures main-d'œuvre. Alors, par exemple, dans notre cas, si par exemple je fabrique 10 produits 1, eh bien 10 produits 1, ils vont nécessiter 50 heures machine, 70 heures technicien et 40 heures de main-d'œuvre. Si je produis le produit 2, eh bien on va consommer 30 heures machine, 80 heures technicien et 60 heures de main-d'œuvre. Ok. Alors, si je pose la question suivante, est-ce qu'on peut par exemple produire 100 produits 1? Parce que 100 produits 1, ça va nous garantir normalement 150 000 dirhams de profit. Eh bien, comme vous le constatez, ce n'est pas possible.
son produit 1, ça consomme 500 heures machine. Or, moi, je suis limité en capacité. Je ne peux pas dépasser les 270 heures. À la rigueur, la capacité des techniciens, ça me permet de produire son produit 1, mais malheureusement, la capacité en main-d'œuvre et la capacité en machine, ils ne me donnent pas cette possibilité. Donc voilà, le problème, c'est effectivement de chercher ces décisions optimales, c'est-à-dire le nombre de produits 1 que l'on va produire et le nombre de produits 2 que l'on va produire pour dégager le maximum de bénéfices. Alors, si on veut projeter le système de modélisation dont nous avons parlé tout à l'heure, toutes les informations qui sont sur ce tableau-là, on va les considérer tout simplement comme étant des données, et ce sont des données incontrôlables. Ça y est, un produit 1, voilà ce qu'il consomme comme ressources. Ça va de même pour le produit 2. Donc ça, ce sont des éléments qui sont incontrôlables. D'accord ? Et en même temps, ça dégage 1500 et 1800 dirhams. Donc ça, c'est le commercial vous dit, bon, voilà, bien le contrôleur de gestion, il va vous dire, voilà, voilà le gain dégagé via, on ne peut pas toucher au prix de vente du produit, on ne peut pas toucher au prix de revient industriel. Donc voilà, les 1500 et les 1800 dirhams, ce sont des données qui sont incontrôlables. Ça va de même, les capacités, vous dit, bon, la capacité dont nous disposons, c'est cette capacité-là. On a ni plus ni moins. Donc tous ces éléments-là, ce sont des éléments qui sont incontrôlables. Bien, le seul élément que l'on peut contrôler, c'est l'élément sur lequel on doit prendre normalement la décision, c'est combien d'articles de chaque produit doit-on fabriquer. Pour quelle finalité, pour quelle fonction objectif, pour tout simplement maximiser la marge. Donc ça, ce sont des éléments incontrôlables. Le nombre de produits 1 à fabriquer et le nombre de produits 2 à fabriquer, c'est une variable de décision, c'est la décision que le patron attend de nous. Et pour quelle finalité? Pour maximiser tout simplement le profit. Alors pour modéliser, on va aller step by step. Donc on a dit que une variable de décision, c'est le nombre de produits 1 à fabriquer. Et l'autre variable de décision, c'est le nombre de produits 2 à fabriquer. Alors, quand on fait de la modélisation par la recherche opérationnelle, dans le souci de simplifier au maximum, on ne va pas utiliser c'est-à-dire toute la phrase à chaque fois nombre de produits 1, nombre de produits 2. On va tout simplement remplacer ce nombre de produits 1 par un terme simple, d'accord. Certes, oui, j'ai utilisé ici X, Y. Ne vous paniquez pas, j'aime pas bien ces notions d'X, Y parce qu'il y a des gens qui détestent ces deux termes-là, surtout les gens qui n'aiment pas les mathématiques. Mais bon, ça c'est juste une notion. Moi, je peux même vous dire, imaginez que X c'est une cellule sur votre outil Excel. Donc, on va dire par exemple la cellule A1. Donc, la cellule A1 pour moi, c'est le nombre de produits 1 à fabriquer. Et la cellule, par exemple, A2, c'est le nombre de produits 2 à fabriquer. Donc, X, Y ici, ce ne sont que des symboles. Des symboles pour quelle raison? Pour remplacer le texte. D'accord? Donc, le texte nombre de produits 1 à fabriquer, ou bien fabriquer, si vous voulez, c'est tout simplement notre X, et le nombre de produits 2 à fabriquer, c'est un terme qu'on va appeler Y. Alors, si on est de retour vers notre tableau, on nous dit que nous sommes limités en capacité machine. La capacité machine, c'est 270 heures. Donc, auquel cas, si je fabrique X produit 1, eh bien, si je fabrique X produit 1, ça signifie que je vais consommer 5 fois X heures machine, c'est-à-dire 5 fois le nombre de produits 1 à fabriquer. Si je fabrique 10, ça signifie que je vais consommer 50 heures. Si je fabrique 100, ça signifie que je vais consommer 500 heures. Si je fabrique 20, ça signifie que je vais consommer 100 heures. D'accord? Donc, ce que nous consommons, c'est 5 fois quelque chose sur lequel je vais prendre la décision, quelque chose qui est encore inconnu pour moi, à savoir le nombre de produits 1. Ça va de même, si je fabrique un certain nombre de produits 2, eh bien, ce que l'on va consommer, c'est 3 fois le nombre de produits 2. Donc, auquel cas, la capacité dont nous aurons c'est-à-dire ce que nous allons consommer en heure machine,
c'est 5 fois le nombre de produits 1 plus 3 fois le nombre de produits 2. En d'autres termes, pour simplifier, ça va être 5 fois x plus 3 fois y. Et ce 5 fois x plus 3 fois y, il ne faut pas qu'il dépasse la capacité dont nous disposons. Pour dire que ça c'est une limite, c'est une contrainte, je ne peux pas produire plus que la capacité disponible. D'accord? Donc c'est comme ça que l'on va exprimer la contrainte. C'est 5 fois x plus 3 fois y qui est inférieur à 270. Ça va de même ici. J'ai 10 heures techniciens avec une capacité 800. Et je sais qu'un seul produit il me consomme 7 heures. Donc auquel cas, si je fabrique un certain nombre de produits 1, ça va me consommer 7 fois le nombre de produits 1. C'est-à-dire, en d'autres termes, ça va être 7 fois x. Et là, ça va être 8 fois y. Donc 7 fois x plus 8 fois y, il est inférieur à 800. De même ici, 4 fois x plus 6 fois y, ça va être inférieur à 300. Donc c'est de cette manière que l'on va exprimer les contraintes issues de ce problème. Après, on s'est dit qu'il y a une fonction objectif. Dans cette fonction objectif, son intérêt, c'est de maximiser la marge ou bien le bénéfice. Alors, si normalement je fabrique un seul produit, ça va me dégager 1500 dirhams. Si je fabrique 10 produits, ça va me dégager 15 000 dirhams. Alors moi, je ne sais pas combien de produits je vais fabriquer, parce que ça, c'est la décision à prendre par la suite. Donc, le nombre de produits 1 à fabriquer fois 1500, ça va me donner la marge que l'on va dégager via la vente du produit 1. Et le nombre de produits 2 à fabriquer multiplié fois 1800, ça va me donner la marge que l'on va dégager via la production des produits 2. Alors, on a dit pour simplifier, le nombre de produits 1 à fabriquer, on va le remplacer par la notion X, et le nombre de produits 2 à fabriquer, on va le remplacer par la notion Y. Donc, auquel cas, le bénéfice qu'on va dégager du produit 1, c'est 1500 fois X, et le bénéfice qu'on va dégager du produit 2, c'est 1800 fois Y. Donc, le bénéfice global, ça va être 1500X plus 1800Y. Bon, voilà. Donc, notre modèle, on peut l'exprimer de la sorte. Donc, les limitations en capacité, on a dit si 5x plus 3y il est inférieur à 270, 7x plus 8y c'est inférieur à 800, 4x plus 6y inférieur à 360. Et bien sûr, donc le nombre de produits 1 à fabriquer, le nombre de produits 2 à fabriquer, il faut que ce soit des valeurs positives, parce que si c'est négatif, ça n'a pas de sens. D'accord? On ne peut pas dire on va fabriquer moins 1 produit 1. Donc, notre x et notre y, il devait être normalement positif. Alors ça, c'est ce que nous avons appelé tout à l'heure les contraintes. D'accord? Donc ce sont nos contraintes, et ce sont des contraintes purement capacitaires. Donc je suis limité en capacité. Si normalement le marché est limité en termes de potentiel de vente, on peut ajouter une autre contrainte pour le marché, pour dire que je ne peux pas, pour le produit 1, je ne peux pas dépasser tant de produits. Et pour le produit 2, là encore, je suis limité. Je ne peux pas dépasser un nombre bien déterminé. Mais ce n'est pas le cas. Dans ce premier modèle, que l'on veut être simple pour faciliter, bien sûr, l'explication, on n'a pas imposé des contraintes sur le marché, on a juste travaillé les contraintes internes de l'entreprise et principalement les contraintes capacitaires. On peut aussi être limité, par exemple, au niveau des matières premières, les ressources, on a parlé des ressources d'une façon globale, mais on peut bien spécifier les ressources d'une façon détaillée. Bon, comme j'ai mentionné tout à l'heure, ça dépend du niveau décisionnel, parce que là, le niveau décisionnel, ça va être certainement un niveau décisionnel tactique, d'accord? C'est pour cette raison qu'on a utilisé un peu, je vais pas dire des données qui sont macro, mais des données un peu agrégées de l'entreprise pour prendre la décision sur le nombre de produits 1 et le nombre de produits 2 à fabriquer. Alors, ces contraintes-là, on leur a tout simplement ajouté la fonction objectif, où l'on cherche bien sûr à maximiser, soi-disant, le bénéfice.
cette fonction objective qu'on a écrit de la manière suivante: maximum de z est égal à 1500x plus 1800y. Bon voilà, donc notre modèle, c'est effectivement maximiser 1500x plus 1800y avec 5x plus 3y inférieur à 270, 7x plus 8y inférieur à 800, 4x plus 6y inférieur à 360, x et y sont positifs. Donc, s'il vous plaît, si vous avez déjà des remarques par rapport à cette première modélisation, n'hésitez pas à les exprimer. S'il y a des choses qui ne sont pas bien comprises, n'hésitez pas à le dire. Comme ça va me permettre d'assurer la suite de ce cours c'est-à-dire à l'aise, sans aucun souci. En parallèle, je vous invite à travailler un cas. Bon, je vais zapper ce. Je vous invite à penser à un cas que l'on va corriger d'ici la séance prochaine, parce que je vois que là, il nous reste juste 5 minutes. Alors, pour le cas, il s'agit d'une entreprise qui doit organiser un pont aérien pour transporter 1600 personnes et 90 tonnes de bagages. Les avions disponibles sont de deux types, donc 12 avions de type A et 9 avions de type B. Alors, le type A peut transporter à plein charge 200 personnes et 6 tonnes de bagages. Le type B, 100 personnes et 100 tonnes de bagages. La location d'un avion du type A coûte 800 000 dirhams. La location d'un avion de type B coûte 200 000 dirhams. Alors, dans ce cas-là, effectivement, il s'agit de prendre la décision sur le nombre d'avions de type A que l'on va louer. Et donc, je suis déjà en train de répondre à la question, parce que c'est très important de préciser la décision à prendre. Bon, il n'y a pas de souci. Donc, la décision, c'est effectivement le nombre de type A à louer, le nombre de type B à louer, et bon, notre objectif, effectivement, c'est de minimiser le coût de location. D'accord? C'est de minimiser le coût de location, et puis nous sommes limités par rapport à la disponibilité des avions et par rapport au programme. Je m'excuse. Et par rapport, je m'excuse pour ce qui s'est passé. Donc, j'ai dit, on cherche à minimiser le coût de location. Et nous sommes bien sûr contraints par la disponibilité des avions et aussi par le pont aérien que l'on doit organiser, et aussi par rapport aux caractéristiques de chaque type d'avion. Donc voilà, d'ici la séance prochaine, je vous invite à penser à cet exercice, à le modéliser, et entre-temps, on peut toujours échanger ensemble si vous avez des difficultés à faire cette modélisation. Avant de clôturer, j'aimerais bien vous dire que le modèle que nous avons présenté tout à l'heure, d'habitude, on fait de la résolution avec des méthodes classiques, comme par exemple la méthode simplex ou bien la méthode de résolution graphique, surtout que c'est un problème qui a juste deux décisions, c'est-à-dire où il y a juste deux variables de décision, donc on peut normalement tracer un graphique et trouver la solution optimale. Bon, si certains parmi vous sont intéressés par la méthode de simplex ou bien par la méthode graphique, ils peuvent l'exprimer. On peut consacrer un temps pour faire des explications dans ce sens-là. Mais sinon, nous, on va travailler directement avec l'outil Excel pour résoudre ce cas. Pour clôturer, en principe, il y a plusieurs outils
pour résoudre les problèmes de recherche opérationnelle et il y en a à Google aujourd'hui, donc c'est pas ce qui manque. Les outils sont abandonnés. Le plus couramment utilisé, c'est le solver d'Excel. Il est à la disponibilité de tout le monde. Mais sinon, il y a le Lindo, le Gauss, le LAMPS, le Loco, le Minos, MATLAB, le Maple, Opel, Elog de Opel Studio, Lingo, GAMS, Impel. Donc, il y a énormément d'outils. Ça, c'est pas une liste restrictive, ça, c'est juste une liste soi-disant, des outils les plus populaires. Et je vous remercie pour votre attention et au plaisir de vous voir la séance prochaine, Inch'Allah.